Buenos días a todos. Estimados colegas, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes en esta conferencia de Zoom y regresar a Argentina, incluso virtualmente, a donde he venido con tanta frecuencia y donde he aprendido tanto al hablar con los maestros que he conocido. Y agradezco mucho a los organizadores por su invitación. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de intercambiar pronto por correo electrónico o por WhatsApp o Skype. Avant toute chose, je tiens à vous prévenir que je vais me livrer à un exercice périlleux, celui de vous parler politique, de vous parler des 3 premières années du quinquennat du président Emmanuel Macron, au travers de certaines crises de la société française, singulièrement la crise dite des Gilets jaunes. Et cet état des lieux sera mené à partir d'une tribune que j'avais publiée dans un blog de journalistes, La Ruche Média, et intitulée « Le grand débat national ou la confiance mise à l'épreuve de Tocqueville », mais aussi à partir d'enquêtes et de sondages menés par des instituts de sondage comme Ipsos et commandés par Sciences Po. Mon objectif ici est donc de vous éclairer sur les tensions politiques, économiques et sociales que la France traverse et au-delà sur des constantes, des particularismes, des particularités de notre vie politique. Mais si j'ai choisi par commodité de périmétrer mon propos sur ces 36 derniers mois, il est clair que les racines de la défiance à l'égard de nos gouvernements remontent à plus loin que l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017. J'imagine que certains seront peut-être tentés de m'accuser d'être un partisan fervent et indulgent du président Macron et que d'autres m'accuseront d'être un farouche opposant. Je prends ce risque et je demande votre indulgence. J'ai donc intitulé mon propos présent « La France en 36 mois et en un peu plus de 60 minutes, Emmanuel Macron ou un quinquennat sous haute tension ». En février 2019, j'étais à Moscou pour un séminaire et une enseignante russe de MGIMO, l'équivalent de notre école nationale d'administration, l'ENA, me posa une question avec une incompréhension sincère. Mais pourquoi les Français se révoltent-ils si souvent? Elle voulait bien sûr comprendre les motivations du mouvement des Gilets jaunes, incompréhensible pour les Russes qui ont échangé depuis un certain temps leur liberté contre la sécurité assurée par le tsar Vladimir Poutine. Pourquoi les Français se révoltent-ils si souvent? Pourquoi manifestent-ils, se mettent en grève, descendent dans la rue pour manifester ou pour casser? Excellente question, mais évidemment complexe. Et je n'avais pas envie de lui faire une réponse langue de bois ou langue de coton, vous savez, la langue définitionnelle, encore moins d'user de la novlangue matinée de patois managérial, cette langue pratiquée par des énarques, croyant qu'une nation se gouverne comme une entreprise. Le candidat Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré sa volonté de faire de la France une start-up nation sur le modèle de l'Estonie ou d'Israël. Je souhaite donc revenir aujourd'hui avec vous, non pas sur toutes les crises que la France connaît depuis 3 ans, mais principalement sur la crise des Gilets jaunes, car elle est emblématique d'une incompréhension croissante existant entre le peuple français et les responsables politiques, et parce que cette crise permettra de mieux comprendre les autres crises. Et parce qu'on le verra, il s'agit in fine d'une crise du politique, c'est-à-dire d'une crise de la représentation politique, d'une crise de la confiance s'exprimant dans une demande forte de recours au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Oui, la France boite. Elle boite parce qu'elle a mal au genou, ou plus exactement
à l'articulation du je et du nous, c'est-à-dire du je-nous qui nous permet de faire société, nous qui avons des origines et des croyances différentes, religieuses ou politiques, mais aussi du je-nous, le je de l'exécutif, de la verticale du pouvoir, et le nous des citoyens, du peuple, le nous à l'horizontale, mais pas couché. Je souhaite donc thématiser la compréhension de ces différents mouvements en posant avec le philosophe Alexis de Tocqueville 2 questions. Première question, pourquoi les Français se révoltent-ils? Deuxième question, ces révoltes sont-elles des nécessités démocratiques comme le postule Alexis de Tocqueville, que voici en portrait. Alexis de Tocqueville, auteur phare du libéralisme, est souvent évoqué en France comme un référent dans les analyses de séquences politiques, notamment celle des Gilets jaunes, que l'exécutif n'a pas anticipé dans son management jupitérien des réformes entreprises. Pourtant, on peut observer la plupart du temps des signes de la montée des mécontentements, plus ou moins discrets, de bas bruit. Par exemple, un mouvement comme les Bonnets Rouges de Bretagne, qui protestent en 2013 contre quoi? Contre les portiques instaurant des péages pour les poids lourds, une écotaxe. Par exemple, le mouvement La Nuit debout, des protestations nocturnes sur les places de France, commencées en mars 2016 à la suite de manifestations contre la loi travail, un mouvement qui, très vite, a cherché à construire la convergence des luttes. Par exemple, encore la grève dure conduite en 2019 par les syndicats et les salariés contre la réforme de la SNCF, ou en décembre 2019, les manifestations monstres contre la réforme des retraites, mouvement qui aboutit en janvier 2020 au retrait provisoire du contesté H-Pivot. Provisoire car le président Macron a affirmé récemment qu'il comptait bien revenir sur sa réforme et la mener à terme. Nouvelle grève et manifestations à prévoir donc, et donc nouvelle paralysie du pays sans doute, de son économie surtout, ce qui coûte à chaque fois au pays des points de son produit intérieur brut, son PIB. Quelques photos maintenant des bonnets rouges et de manifestations de la manif contre le réchauffement climatique. Voici, ils sont très nombreux comme vous pouvez le voir. Le chef couvert de bonnet rouge, stop aux raquettes fiscales, trop de taxes et de charges. Face à l'urgence climatique, la planification écologique. Quand je serai grand, dit cette petite fille, quand je serai grand, ou grand plutôt c'est un petit garçon, je veux être vivant. Politique, un peu d'huile de palme pour délier votre langue de bois. Voici encore quelques photos. Et celle-ci, alors elle n'est pas très lisible, mais je vous lis le texte, parce qu'il est assez drôle. Comment je réchauffe ma copine s'il fait 20 degrés l'hiver? SOS, sauvez-moi. Tocqueville, donc, pour revenir à lui, avait fait un discours incroyablement prophétique le 27 janvier 1848 à la Chambre des députés, quelques semaines avant que n'éclate la révolution de 1848, en déclarant ceci. On dit qu'il n'y a point de péril parce qu'il n'y a pas d'émeute. On dit que, comme il n'y a pas de désordre à la surface de la société, les révolutions sont loin de nous. Sans doute, le désordre n'est pas dans les faits, mais il est entré bien profondément dans les esprits. Le président Macron, replié dans sa tour élyséenne, c'est là le risque du métier de président en France, être coupé du peuple français,
A-t-il été aveugle et sourd aux protestations des Gilets jaunes ou bien est-ce une erreur de diagnostic de l'exécutif, voire comme le proclame Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement La France Insoumise, est-ce du mépris d'aristocrates du pouvoir, tout occupés à accomplir leur programme sans se soucier des souffrances et des difficultés de la France qui se lève tôt, pour reprendre la formule d'un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Personne, semble-t-il, dans les allées du pouvoir n'a alerté le président Macron sur le sérieux de la crise. Tocqueville, de façon prémonitoire, mettait en garde, alertait les députés et l'exécutif, particulièrement François Guizot, le président du Conseil des ministres, que voici sur ce portrait, en 1847-1848. Tocqueville poursuivait. Au sein de ces classes ouvrières qui sont tranquilles, ne voyez-vous pas que leurs passions de politique sont devenues sociales, qu'ils se répandent en leur sein des opinions, des idées, qui ne vont point seulement à renverser telle loi, tel ministère, tel gouvernement même, mais la société, à l'ébranler sur les bases sur lesquelles elle repose aujourd'hui. N'écoutez-vous pas ce qui se dit tous les jours dans leur sein? N'entendez-vous pas qu'on y répète sans cesse que tout ce qui se trouve au-dessus d'elle est incapable et indigne de les gouverner, que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste, que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas les bases équitables? Et ne croyez-vous pas que, quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d'une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles doivent amener, tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais comment, mais elles doivent amener tôt ou tard les révolutions les plus redoutables. L'histoire, pour Alexis de Tocqueville, comme pour Victor Hugo et presque tous les penseurs du XIXe siècle, est en marche vers le progrès. Pour le premier, grâce à la volonté des peuples qui réclament toujours plus de démocratie et se révoltent pour retravailler au maillet inlassablement et ensemble la pierre taillée de la démocratie. Pour Hugo, on avance vers des horizons de lumière, voire de bonheur, au pluriel. On s'affranchit de nos sujétions grâce au développement de la science et de l'instruction. Dans cette optique, le mouvement des Gilets jaunes peut donc se comprendre comme le énième soubresaut d'une longue marche, comme aurait dit Mao Tse-tung, nous menant malgré tout, soyons optimistes, vers toujours plus de démocratie. Hypothèse sans doute paradoxale et à contre-courant des analyses médiatiques, à l'heure de la peur de la montée des populismes et de la multiplication des démocratures. Pour Tocqueville, les Français constituent un peuple démocratique et leurs luttes leur ont permis d'obtenir nombre de conquêtes en matière de liberté et égalité. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On avance, chante Alain Souchon, qui d'une façon prophétique ajoutait aussi « on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens ». La France avancerait ainsi fièrement sur la voie de la démocratie quand d'autres nations feraient du surplace ou du rétropédalage, mais elles finiront bien par suivre le mouvement, ces nations à la traîne, nous dit l'arrogance française. Ce discours de Tocqueville du 27 janvier 1848 est un discours, je l'ai dit, prophétique, car la Révolution va éclater quelques semaines après. Il dénonce l'immobilisme du gouvernement de Guizot, pour lequel le mot d'ordre est « enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Un écho à la réplique d'Emmanuel Macron à un chômeur lui disant de traverser la rue pour trouver du travail. Le président Macron semble ne pas avoir perçu
lui non plus, la colère de la classe moyenne inférieure, celle des travailleurs et des retraités qui gagnent juste un peu plus que le salaire minimum, le SMIC, et qui se trouvent révoltés quand l'État décide de leur ponctionner 50 € par mois, en réalité 100 €, car dans les territoires, il y a la plupart du temps la nécessité de posséder 2 véhicules par famille. Et il n'a pas cru pendant très longtemps au sérieux et à la longévité du mouvement de contestation des Gilets jaunes qui envahissait Paris et les villes de France tous les samedis. Plus de 50 semaines de mobilisation. En second lieu, le président Macron a été désorienté par ce mouvement désorganisé, ou plutôt qui se revendiquait comme inorganisé, sans chef, et du coup qui n'avait pas d'interlocuteur. Un mouvement sur lequel il ne pouvait pas avoir de réelle prise. Il faut rappeler aussi qu'au commencement du mouvement, c'est au nom du pouvoir d'achat que ces gilets jaunes se révoltent, manifestent, et non au sujet du chômage, car paradoxalement, cela concerne les inclus et non les exclus. Mais aussi très vite, ils vont revendiquer au nom de l'égalité. L'utilité de Tocqueville réside donc dans la question de savoir si cette éruption est l'expression d'un populisme qui nous conduira irrémédiablement vers une démocrature, c'est-à-dire une démocratie et une dictature, vers Marine Le Pen, ou si c'est juste un moment de l'histoire qui conduit les peuples et les sociétés vers toujours plus de démocratie. Le mouvement des Gilets jaunes et son corollaire, le grand débat national, ou le grand déballage, comme dit l'opposition, voulu par le président Macron en réponse aux revendications d'une partie des Français, serait-il, in fine, un moment en regard de la grande histoire, aussi important que la Révolution française ou que mai 68, ou bien au contraire un flop, un pétard mouillé dont on oubliera vite le souvenir. Voici une photo du grand débat national avec le président Macron devant une assemblée d'élus locaux avec la veste tombée, un débat où, disent les opposants, un quasi-monologue de 5 à 6 heures parfois. Ce qui est troublant dans cette affaire des Gilets jaunes, c'est qu'on a passé en quelques semaines d'une revendication très catégorielle et concrète, l'annulation de la hausse du prix du carburant, à une revendication plus générale, plus politique, plus organique. La cause du peuple, la démocratie participative, singulièrement la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Pourquoi ? Pour surveiller le personnel politique. Un point contenu d'ailleurs dans les programmes de certains candidats à l'élection présidentielle de 2017 ou avant, Ségolène Royal ou Bruno Le Maire, pour ne parler que d'eux. Si on veut revenir un temps aux analyses de Tocqueville sur la démocratie en Amérique, ce qui distingue toutefois cette séquence de notre histoire, c'est tout d'abord l'apparition ces dernières années de coordination, doublant les organisations syndicales. Celle des infirmières, par exemple, à l'époque de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Des mouvements inorganisés, inclassables, difficiles à prévoir et à périmétrer du fait de 2 événements articulés. Premier événement, la quasi-disparition des grands partis et syndicats de la classe ouvrière. Le Parti communiste, la SFIO, le PSU, pour cause de désindustrialisation de notre pays et de la quasi-disparition de la classe ouvrière. Deuxième événement, l'apparition de nouvelles et puissantes structures d'accueil, les réseaux sociaux, des lieux de discours capables d'organiser un mouvement volontairement inorganisé pour ne pas donner prise à un pouvoir habitué à négocier avec des représentants. Un exécutif soudain désarçonné par cette machine molle ou ce machin, pour reprendre le mot du général de Gaulle à propos de l'ONU. Il semble difficile de définir la sociologie des Gilets jaunes, de les périmétrer géographiquement. Pourtant, ce que les statistiques de l'INSEE nous indiquent est très clair.
La crise de 2008 et ses 10 années de baisse du pouvoir d'achat ont produit une augmentation du chômage aux alentours de 10% et près de 10 millions de pauvres, soit 15% de la population française. Certes, le mouvement des Gilets jaunes est une crise de la parole et de l'écoute, mais c'est aussi, à l'heure des augmentations des prix, des taxes, des impôts, de la CSG, la contribution sociale généralisée, des amendes, à l'heure de la suppression ou de la diminution des aides étudiantes pour le logement, les APL, à l'heure de la non-indexation des salaires et des pensions de retraite sur l'inflation, environ 2%, c'est aussi un ras-le-bol, un cri de détresse. On n'en peut plus, on n'y arrive plus, stop! Pour des populations pour lesquelles la voiture, 2 voitures par famille parfois, est une aliénation, une nécessité pour se déplacer, tant la désertification des territoires, fermeture des écoles, des centres de santé, de la poste, de l'agence bancaire, des services administratifs, de la gendarmerie, des commerces, etc., a créé des villages et des villes fantômes. Et la crise économique qui suit désormais la crise sanitaire laisse à penser que le pire est devant nous. Les classes moyennes inférieures des territoires connaissent donc l'angoisse du déclassement, de la paupérisation, de la grande dégringolade glissade vers la possible misère. Un sentiment profond, puissant, d'abandonnite. Jupiter et les autres dieux de l'Olympe républicain ne se soucient pas d'eux. Curieusement, 72% des Français soutiennent le mouvement ou ont de la compassion pour ces compatriotes qui souffrent. Étonnant? Non, pas étonnant. La peur générale du dévissage social touche désormais les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures. Mais ce qui accroît la colère et l'écœurement des Français, c'est la succession des accros à la morale républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est la succession des scandales politico-financiers touchant des responsables politiques de haut niveau. Par exemple, Jérôme Cahuzac, ministre des Finances, jurant sous serment, mentant, devant l'Assemblée nationale, ne pas avoir de compte bancaire en Suisse, de l'argent caché. C'est par exemple Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite à point, qui a des intérêts dans des compagnies d'assurance. Ce sont des patrons voyous aux salaires indécents, aux parachutes dorés faramineux. Ce sont les planques et les pantouflages avec des salaires à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Par exemple, on découvre que Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, devenu le défenseur des droits des citoyens, émarge à 30 000 euros par mois. Que Chantal Joanneau, ancienne ministre des Sports de François Fillon, préside une commission chargée d'organiser des débats et que malgré son salaire approchant aussi les 30 000 euros par mois, elle refuse d'organiser le grand débat national voulu par le président. C'est évidemment le fisc fraudé par les plus riches, ce sont les exils et les paradis fiscaux, c'est le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui a détourné des fortunes. Plus encore, le sentiment d'une bonne partie de la population est que la promesse du candidat Macron d'une gouvernance nouvelle, équilibrée, harmonieuse pour faire entrer la France dans le nouveau monde, une promesse qu'on peut résumer dans la formule préférée du président, en même temps, une formule souvent raillée, n'a pas été tenue. Cette formule sous-entendait quoi? Elle sous-entendait « Ne vous inquiétez pas, je me préoccuperai en même temps des riches et des très riches, des entreprises à qui je ferai le cadeau du CICE, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, un cadeau à 15 milliards par an contre la création d'emplois, plus le cadeau de l'exemption de l'impôt sur la fortune non immobilier, et en même temps, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai des pas très riches, et même des plus pauvres. »
Résultat, en 2018, 93 milliards d'euros de dividendes vont être versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. On va avoir une réforme de la SNCF menée à la hussarde, sans véritable consultation des corps intermédiaires. Une tentation du recours à l'article du 49.3 pour faire passer en force des lois à l'Assemblée nationale, et une tentation du coup d'État permanent du fait d'une Assemblée nationale godillot aux ordres des premiers de cordée. Promesses non tenues, sentiment de trahison, dépit amoureux et pour finir, instance de divorce. Comme dans un couple, il sera sans doute difficile de recoller les morceaux, même après les efforts déployés par le président pour descendre dans l'arène, aller au contact et débattre. Car comme dans un couple, l'amour, ou à défaut l'affection, l'estime, la fascination, on fait place chez certains Français à de la détestation, de la haine, voire dans certains cas à de la haine meurtrière, comme l'avance la sociologue Dominique Schnapper. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président atteint ce niveau de détestation. Comment expliquer un tel phénomène? Revenons sur la personnalité complexe d'Emmanuel Macron par un portrait en 3 photos. Première photo, une photo montage bien sûr, de Macron Jupiter en successeur de Louis XIV, en majesté. Une photo illustrant l'exercice solitaire du pouvoir, un pouvoir qui se veut absolu. Deuxième photo, une photo d'Emmanuel Macron montant au front, capitaine d'équipe de rugby mouillant le maillot, ou Bonaparte au pont d'Arcole, chef de guerre contre les gilets jaunes ou contre la Covid, débatteur, bretteur infatigable dans la tradition des mousquetaires de D'Artagnan. Troisième photo, une photo d'un Macron dédoublé ou double, schisique. Un à gauche, pas très net, un à droite, nettement à droite, un Macron complexe et un Macron flou. Un tiercé perdant, disent ses opposants. J'aime beaucoup cette dernière photo car elle présente une forme de dédoublement identitaire. Une photo qui met en scène l'homme, Emmanuel Macron, devant sa représentation médiatique de président. Une photo qui est représentative sémiotiquement de l'axe politique utilisé par Emmanuel Macron pour se faire élire président, l'axe du « en même temps ». En même temps à gauche, en même temps à droite, avec une volonté de dépasser les clivages idéologiques et de se projeter dans le monde de demain. C'était une promesse au sens publicitaire du terme. La promesse d'être, je l'ai dit, le président attentif à la fois aux riches et aux pas riches. Les désormais sans dents, pour reprendre la terrible expression attribuée à François Hollande par son ex-compagne Valérie Trierweiler. On sait qu'en France, traditionnellement, le couple de l'exécutif comportait 2 têtes. Un président qui préside, qui est dans la réflexion et dans le futur, qui regarde au loin et garantit les destinées du pays. Le modèle est François Mitterrand. Et un Premier ministre qui, lui, est dans l'action et le présent, qui ferraille à l'Assemblée nationale, où il fait passer les lois, qui est sur tous les fronts. L'archétype était Jacques Chirac. En théorie, le Premier ministre est dans l'implication, le président dans la désimplication, chacun son territoire. Voici 2 photos qui datent de la présidentielle de 1988 pour illustrer cette distribution. Je crois d'ailleurs avoir déjà analysé ces affiches dans un atelier de sémiotique publicitaire à Buenos Aires. Le Premier ministre Jacques Chirac, en jeu, en implication, dans le présent, les yeux dans les yeux, il nous sourit, il drague les lecteurs avec son look de Latin lover, bien bronzé, à la Jack Nicholson. Homme d'action, il construit. Oui, c'est Chirac, slogan de manif. Dynamisme du point d'exclamation, du slosh à la Nike, et puis la chemise à rayures du chef d'entreprise.
En contrepoint, le président, en il, François Mitterrand, en désimplication, de profil, seul là-haut sur le mont de l'Olympe. Il scrute l'avenir de la France, c'est une statue de marbre figée dans l'éternité. Il est le personnage éclairé dans la nuit. Et il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom, pourquoi? Eh bien parce que Dieu est innommable et son nom, ce n'est pas François Mitterrand, c'est la France unie. Et depuis Jacques Chirac, et surtout depuis Nicolas Sarkozy, devenu président, deux hommes plus orientés vers l'action que vers la réflexion, le jeu de cette distribution symbolique au niveau de l'exécutif s'est compliqué, a été troublé, notamment par la volonté de Nicolas Sarkozy d'être un président à l'américaine, c'est-à-dire d'être un omniprésident, omniprésent et omnipotent, concentrant tous les pouvoirs. Le Premier ministre, François Fillon, étant l'exécutant des volontés politiques du président, le collaborateur. Ça a fait très mal. François Fillon se vengera de Nicolas Sarkozy, de ce qualificatif, lors des primaires de 2017, par une phrase assassine. Le général de Gaulle, s'il avait été mis en examen, ne se serait jamais présenté à la présidentielle. Ce que faisait Nicolas Sarkozy alors qu'il était mis en examen. Et François Fillon sera à son tour exécuté par la révélation de l'emploi fictif de sa femme Pénélope, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire du dégagisme à la française. Ce jeu nouvellement troublé est important à retenir car il permet de comprendre que dans la période actuelle, celui qui est comptable aux yeux des Français, qui est responsable des choix et des orientations politiques, c'est bien le président qui préside et gouverne, et non le Premier ministre qui reste au fond un exécutant. Les deux précédents présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont d'ailleurs été sanctionnés par les électeurs, chacun à leur manière, car ils n'ont pas pu accomplir de deuxième mandat. Et cela se traduit aujourd'hui en termes de popularité dans les sondages. Celui qui est le plus sanctionné par les Français est le président de la République, Emmanuel Macron, et non le Premier ministre Édouard Philippe, qui reste à un niveau de popularité relativement satisfaisant si on prend en compte qu'en France, ordinairement, un Premier ministre est politiquement cramé, carbonisé au bout de 6 mois d'exercice. Un mot sur les sondages de la popularité du président Macron et de son Premier ministre. On y perd son latin. Tantôt les scores affichés sont bons, voire excellents. Tantôt le même jour, un autre institut de sondage donne des chiffres radicalement différents. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile pour les analystes que nous sommes de se faire une opinion. Par exemple, l'enquête IFOP fiduciale, parue début juin 2020, crédite Édouard Philippe de 53% d'opinion favorable. Une hausse spectaculaire de 17 points en 3 mois. Et Emmanuel Macron de 40%, à 13 points quand même derrière son Premier ministre, ce qui n'est pas si mal. C'est la preuve qu'être un exécutant avancé, protégé par la tête de l'État, comporte des avantages. Dans un récent sondage Odoxa, 65% des Français souhaitent d'ailleurs qu'il reste à Matignon, Premier ministre. Toutefois, dans un autre sondage, le président Macron est à 28% seulement d'opinion favorable. Comprenne qui pourra, c'est extrêmement troublant. Alors il faut se souvenir aussi qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, sinon par défaut, tout du moins en bénéficiant, du dégagisme, c'est-à-dire du désir des Français d'en finir avec la vieille garde politique, en dégageant tous les vieux crocodiles de la droite comme de la gauche, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et même les seconds couteaux, Manuel Valls, Bruno Le Maire.
et bénéficier aussi de ce qu'on a appelé un alignement des planètes, car le seul candidat susceptible de l'emporter à l'époque, François Fillon, a été balayé par les affaires révélées par le Canard enchaîné, l'emploi fictif de Pénélope, sa femme, et ses costumes de grand couturier offerts par un homme d'affaires. Emmanuel Macron se distingue des autres présidents en choisissant d'évoluer du point de vue de la communication sur une ligne de crête très très étroite, celle de l'en même temps. En même temps, homme de réflexion, tenu loin de la rumeur du monde, retranché dans sa présidence pour penser la France et son destin, en même temps homme d'action, présent sur les grandes scènes des grands théâtres, notamment internationaux. Il choisit d'évoluer entre l'invisible et le visible, l'homme secret et l'empathique, entre le technocrate sérieux, l'homme de dossier, et le cordial, souriant, l'homme du peuple, distribuant sourire, tape dans le dos et poignée de main. Autrement dit, une synthèse de François Mitterrand et de Jacques Chirac, un numéro d'équilibriste qui veut inaugurer artistiquement une nouvelle forme de gouvernance. La séquence de la Covid aura accru le ressenti par certains Français, en général les travailleurs pauvres, le ressenti de violence symbolique venant d'en haut, du précaré du pouvoir, le président et son cabinet, notamment son secrétaire général Alexis Collère, qui semblent avoir pris seuls, selon la rumeur, tout du moins et selon les opposants, les grandes décisions pour le pays, sans toujours en avertir les ministres. Par exemple, la décision de confiner les Français, de les assigner à résidence, une décision grave du point de vue de la Constitution et de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame et garantit la liberté de l'individu et sa liberté de circulation. Une décision qui n'a fait l'objet d'aucun débat à l'Assemblée nationale et bien sûr, l'opposition ne manque pas de lui en faire le reproche. Il y a donc le ressenti d'une première violence étatique, celle qui assigne à résidence particulièrement les familles pauvres qui vivent dans des logements exigus, sans lumière, sans espace vert ou s'aérer. Bon, chacun peut convenir que c'était pour le bien des Français, mais la polémique fait rage et on n'est plus très sûr maintenant que cette stratégie du blocage total du pays était la meilleure. Deuxièmement, il y a le ressenti d'une violence, alors violence avec des guillemets, psychologique, dans la mesure où beaucoup de Français estiment avoir été infantilisés par un pouvoir qui leur a caché la vérité à plusieurs reprises. Un jour, on leur raconte que les masques sont inutiles, le lendemain, on leur dit qu'ils sont indispensables, obligatoires dans l'espace public, sous peine de 135 € de contravention. Et comme l'explique Marie Gariazzo de l'IFOP le 16 juin 2020, je cite, « La métaphore guerrière utilisée par le président de la République a joué très fortement sur la peur et cette peur a du mal à disparaître aujourd'hui. Et de fait, actuellement, on recense 84 plaintes au pénal déposées contre l'exécutif, en réalité contre le président, des plaintes curieusement centralisées par Bruno Gaccio, qui est un ancien humoriste de l'équipe historique de Canal+. Les colères qu'on a vues se développer sur les réseaux sociaux, heureusement avec beaucoup de posts humoristiques, car on sait en France que la satire et l'humour peuvent tuer plus sûrement qu'un grand discours. Les colères avaient toutes comme reproche le fait qu'on mentait aux Français et qu'on arrangeait la vérité. Les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas, on les avait brûlés. Puis les masques étaient rendus obligatoires parce que les Français s'étaient mis à en fabriquer et vive le système D. Idem avec les tests, inutiles, on n'en avait pas, puis utile, miracle, on en avait un peu, mais juste pour les soignants ou les personnes à risque ou certains responsables politiques. Donc après ces mises au point nécessaires pour comprendre le contexte, revenons maintenant à notre question initiale, pourquoi les Français se révoltent-ils ?
Alors en premier lieu, parce qu'ils en ont la possibilité. Parce que la liberté de parole et de manifester sont, chez nous, des droits imprescriptibles. Et les Français en usent, certains diront en abusent. Ensuite, c'est sans doute aussi pour les Français une nécessité organique, vitale, une sorte de mission comme s'ils étaient mus par une force politique supérieure, comme s'ils étaient les vestales ou les veilleurs gardant le temple de l'idéal démocratique, de la démocratie en marche. La démocratie est toujours à réinventer, à parfaire. Democracy in progress, comme work in progress, travaux en cours. Et pas question d'abdiquer, d'arrêter les travaux, de faire autrement pour ce peuple qui revendique d'avoir initié et franchisé la révolution contre les absolutismes dans le monde entier. Et alors même, ne l'oublions pas, quand même, que la Grande-Bretagne et même l'Amérique avaient montré la voie. On se souvient sans doute que les Anglais avaient coupé la tête de leur roi bien avant les Français, et qui plus est à 2 reprises, en 1640 et en 1688. Les Américains, quant à eux, s'étaient libérés du joug britannique dès 1763, déclenchant des violences, des troubles sociaux, puis la Révolution et la guerre d'indépendance des États-Unis qui durent de 1775 à 1783, 7 à 8 ans. Mais une chose amusante à retenir, c'est que le détonateur de cette révolution américaine fut quoi? Fut des taxes imposées par la Grande-Bretagne à ses colonies d'Amérique du Nord, des taxes destinées à regarnir les caisses d'un État épuisé par les 7 ans de guerre menés contre la France et l'Autriche, une guerre aboutissant toutefois pour la France de Louis XV, puis de Louis XVI, à la perte de ses colonies d'Amérique du Nord. Le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai dit, est déclenché par l'augmentation de la taxe sur le carburant, mais aussi c'est incroyable, par le passage de la vitesse sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h. De quoi réfléchir avant de prendre des décisions politiques comme celle-là, à la hussarde, sans prendre en compte les risques, les conséquences pour les petits qui en seront victimes et qui se révolteront. Révolution, révolte, émeute, soulèvement, manifestation, grève, les Français disposent en effet d'un vaste répertoire, d'une sorte de boîte à outils quand il s'agit de contestation et d'opérer le régime. C'est Vercingétorix, résistant aux légions romaines de César, c'est Jeanne d'Arc contre la perfide Albion, ce sont les Chouans de Vendée, les révolutions de 1789, la révolte de la bourgeoisie, celle de 1793, la révolte du peuple, une révolte de la faim, la révolution de 1848, la commune de 1871, mai 68, les émeutes des cités de banlieue, d'ailleurs et heureusement étrangement absentes du mouvement des Gilets jaunes, et ce malgré le plan de l'ancien ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, un plan pourtant salué de tous, mais un plan balayé d'un revers de manche par Jupiter Macron, tuant le plan par une flèche empoisonnée. 2 mâles blancs qui font un plan, ça ne marche plus comme ça. End of the story. À la trappe. Ce sont aussi les 2 millions de manifestants en 1995 et les 3 semaines de grève contre le plan Juppé de la réforme de la sécurité sociale et des retraites. Plan finalement retiré. Preuve que les manifs, ça sert à quelque chose. Ce sont les 400 000 étudiants et lycéens dans la rue contre le CPE de 2006, le contrat de première embauche, loi voulue par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, votée à l'Assemblée nationale, loi finalement retirée elle aussi. Puis ce sont en 2010 à nouveau des manifestations contre la réforme des retraites, puis contre la loi travail portée en 2016, ce sont les bonnets rouges bretons, ce sont les manifs contre la loi ouvrant le mariage civil aux couples de même sexe en 2014, ce sont les marches républicaines de janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo, plus de 4 millions de personnes dans les rues, puis après les attentats horribles contre le Bataclan, c'est le mouvement de la Nuit debout de 2016, puis à partir de 2017, c'est à nouveau une contestation de la loi travail
qui s'élargit à une contestation plus globale des institutions politiques et du système économique, à une demande de démocratie directe. Bref, c'est un catalogue redoutable. Pourquoi les Français se révoltent-ils périodiquement donc? On s'en doute, la réponse est évidemment multifactorielle. Mais une réponse est sans doute celle taguée sur l'arc de triomphe par les Gilets jaunes. On a raison de se révolter. Vous pouvez regarder la photo. Un titre d'ouvrage, On a raison de se révolter, de Jean-Paul Sartre, qui au fond indique quoi? Qui indique tout d'abord que les Gilets jaunes s'inscrivent dans une tradition politique et qu'ils connaissent l'histoire, la philosophie politique, celle des existentialistes, des anarchistes, du ni Dieu ni maître de Proudhon, une tradition qui appelle à quoi? À se révolter contre l'oppression, contre la verticale du pouvoir et à ne pas se soumettre. Mais ça indique aussi que, au pays de Descartes, il est raisonnable de se révolter. On dit qu'il y a de la raison dans ce mouvement, de la réflexion et non pas seulement de la passion et de l'émotion. Maintenant, si vous croyez à la puissance de la géographie, de l'histoire et même de la génétique, alors oui, sans doute, peut-on avancer que les Français se révoltent également du fait de leur ADN. Ces Français qui sont un cocktail explosif de Bretons, de grands Bretons cabochards, de Chouans vendéens, de sang chaud bouillant méditerranéen, antillais, basque, alsacien, corse, etc. Alors sans doute, cet ADN a-t-il une quelconque responsabilité dans ces révoltes, dans ces émeutes et dans ces révolutions? Et on peut poser alors, comme Emmanuel Macron, que, je cite, les Français sont des Gaulois réfractaires et que les Gilets jaunes sont les enfants d'Astérix, faisant cercle pour résister à César ou à Jupiter. Le général de Gaulle, pour revenir à lui, ne disait-il pas en son temps qu'il est impossible de gouverner un pays qui a autant de fromage que de jours dans l'année? Mais attention, pour qu'il y ait explosion, il faut deux choses: un détonateur et de la poudre. On sait que le détonateur de mai 68 fut le mouvement du 22 mars, emmené par Daniel Cohn-Bendit, le mouvement des enragés de Nanterre qui protestait contre l'interdiction faite aux étudiants de quoi? L'interdiction faite aux étudiants de rendre visite aux étudiantes dans leurs chambres des cités universitaires. Mais les eaux de Mars ne seraient jamais devenues le tsunami de mai 68 s'il n'y avait eu dans la jeunesse française le désir puissant de liberté, le désir d'en finir avec la censure et la répression d'un régime vieillissant. Nous l'avons dit, le détonateur des Gilets jaunes a été l'augmentation du prix de l'essence et le passage de la vitesse de 90 à 80 km/h. Ces deux revendications d'apparence catégorielle et pour certains futiles se muèrent toutefois et progressivement en une demande de davantage d'écoute du peuple, puis logiquement de davantage de démocratie et notamment de démocratie participative. Et c'est cette transformation du mouvement qui est à prendre en compte parce qu'elle est symptomatique. Elle dit que la manière de gouverner n'est plus, en 2020, adaptée aux attentes des Français. Ce qu'il convient également de noter pour comprendre ces crises à répétition, ce sont les 10 ans de baisse du pouvoir d'achat consécutive à la crise de 2008. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est une crise qui impacte les plus pauvres dans un balai augmentation des prix, des taxes, des impôts, de la CSG, des amendes, mais aussi la diminution des aides, les APL, le chômage, la non-indexation sur l'inflation, environ 2% par an, des pensions de retraite ou des salaires. On l'aura compris, pour les 10 millions de Français vivant au seuil de la pauvreté, environ 1 000 € par mois, devoir payer 100 € par mois de plus pour se déplacer en voiture, c'est l'angoisse du déclassement et de la misère. Voici maintenant quelques photos de ces manifs, 3 photos des manifs de Gilets jaunes. La première, ras-le-bol
des taxes. La deuxième, les Champs-Élysées en feu. Alors, la deuxième, c'est plutôt aussi sur les taxes. La France, c'est 360 taxes. Gendarmes, CRS, police, avec nous, ce racket ne peut plus durer et vous touche aussi. Vous chercherez la faute d'orthographe. Les Champs-Élysées en feu et maintenant le bas-relief de l'Arc de Triomphe qui avait été scandaleusement abîmé par les manifestants. Autre fait qui nous fait entrer maintenant dans la psychologie des foules, chère à Gustave Le Bon, Les Invisibles, qui est aussi le titre d'un film émouvant sur des femmes sans abri, un excellent film, les Invisibles souffrent d'un syndrome d'abandonnite et ils manifestent en jaune pour se rendre visibles. Cette abandonnite est bien sûr très souvent de l'ordre du ressenti. Mais gouverner aujourd'hui commande de prendre en compte le ressenti, car comme dans la météo, il y a la température réelle et il y a celle qui est ressentie. Le symbole du gilet jaune est une trouvaille géniale, puisqu'il renvoie bien sûr aux automobilistes en panne sur le bord de la route ou aux accidentés de la route cherchant à se signaler à ceux qui sont dans le mainstream et dans la circulation. Magnifique métaphore. Trouvaille géniale aussi, car tout automobiliste doit avoir un gilet dans son véhicule, c'est la loi, mais chacun espère ne jamais devoir l'utiliser. Et là, c'est un détournement très créatif de l'objet, car on met en général un gilet pour se protéger, un objet visible de par sa couleur jaune, et le jaune, dans la symbolique des couleurs, en France, réfère au traître, au cocu ou au bling-bling. Bien joué, non? Pour poursuivre dans la psychologie des foules, on peut avancer que tous les présidents, jusqu'alors, ont connu des échecs, des traversées du désert. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais pas Emmanuel Macron. Il n'a jamais connu l'échec. C'est un parcours lisse, brillantissime, de l'ENA, l'École nationale d'administration, à la banque Rothschild, puis au secrétariat de l'Élysée, puis ministre de l'économie, puis président de la République française. Alors on peut former l'hypothèse que certains Français veulent lui faire connaître l'échec, ce qui est malheureusement le lot quotidien de ces mêmes Français. Tu veux nous faire payer? Eh bien, à notre tour, on va te faire payer aussi. Voici une autre photo sur laquelle vous voyez à gauche du mur de l'Arc de Triomphe Macron, on crame. On crame le palindrome de Macron, une lecture à l'envers de son patronyme. Preuve de la culture de certains manifestants, contrairement à la violence de l'expression, à la radicalité même d'autres tags. Par exemple, j'ai hésité à vous le montrer, mais je vous le montre quand même cette photo. Au métro Argentine, donc à Neuilly, on a cette inscription extrêmement violente. Et puis, celle-ci, les gilets jaunes triompheront sur les murs de l'Arc de Triomphe. Autre chose maintenant. Les Français ont été tellement abusés par le passé par les hommes politiques et les médias qu'à la moindre crise, comme celle de la crise sanitaire, les doutes et les théories complotistes prospèrent. Ce qui est bien naturel dès lors qu'il s'agit de la vie des personnes, de ses proches, et qu'une forme de panique peut s'emparer de la population comme dans la séquence de la Covid. Comment une parole raisonnable et rationnelle peut-elle dès lors rassurer les populations? Mission quasi impossible, d'autant que les Français n'ont pas la confiance que les Japonais ont manifestée à l'époque de Fukushima vis-à-vis de leurs dirigeants politiques, de leurs institutions par exemple. Les Français n'ont pas non plus leur discipline. On se souvient que dans l'affaire du sang contaminé, en 1992, Michel Garetta, qui dirigeait alors le CNTS, le Centre national de la transfusion sanguine,
avait pris une peine de 4 ans de prison ferme, mais aussi avec lui 3 ministres, condamnés par la Haute Cour de justice de la République, Edmond Hervé, Georgina Dufoy et le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. Des responsables et des coupables dans la gestion économiciste de la pandémie de sida, mais aussi des fusibles, bien sûr. Et le président Mitterrand avait été du coup tenu à l'abri du scandale, épargné. Il n'est pas sûr que le président Macron puisse s'en tirer à si bon compte aujourd'hui, même s'il est théoriquement couvert par l'immunité. Et je crois que le fait psychosociologique majeur de cette dernière décennie est l'effondrement progressif de la confiance. Or, la confiance, c'est ce qui nous permet de faire société. Sans confiance, pas de commerce, pas de bourse, pas de voisinage, pas de gouvernement efficace, pas de médias crédibles, pas de justice juste, pas même de couple, pas de famille. Pourtant, la confiance est clamée, proclamée à tout vent par les responsables politiques et par les enseignes commerciales, comme une incantation. Elle n'existe pas, alors on va la faire advenir avec les mots. On va recourir à la célèbre fonction performative du langage. Mais malheureusement, très souvent, dès qu'on entend la petite musique confiance, on comprend défiance. La fonction performative ne fonctionne pas à tous les coups. Et le mot n'est pas la chose, pour reprendre la célèbre phrase du linguiste Alfred Korzybski, comme la carte n'est pas le territoire. C'est juste une représentation. Or là, on a besoin de concret, de quibus. Quand Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, décide par exemple de baptiser sa réforme de l'école l'école de la confiance, il met simplement une étiquette sur un produit. C'est en réalité une étiquette incantatoire, mantra, qui se décolle car elle ne tient pas compte de l'école républicaine et elle ne tient pas compte de l'extrême défiance des enseignants vis-à-vis des réformes voulues ces dernières années par les différents ministres. Plus grave, pour beaucoup d'enseignants, les petits hussards de la République qui eux aussi sont montés au front de la difficulté dans la période de confinement, une telle étiquette inscrit en creux que cette confiance n'existe pas aujourd'hui, n'a pas existé par le passé et qu'elle doit enfin advenir, ce qui est une accusation grave portée contre la communauté éducative. La confiance, c'est quoi ? C'est bien sûr ne pas verrouiller sa voiture, ne pas se barricader chez soi, ne pas fermer tout à clé. Il fut d'ailleurs une époque où, en France, tout était ouvert, les domiciles, les voitures, les valises, et rien n'était volé. La confiance, c'est quand je dois passer au milieu d'une rangée de policiers ou de CRS ou de gendarmes, casqués, armés comme des Robocop, et que je me sens protégé, que je n'ai pas juste envie de changer de trottoir ou de destination. Or, pour beaucoup de Français, particulièrement les jeunes, et les jeunes issus de l'immigration, c'est de plus en plus souvent le cas. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, en janvier 2015, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher de Paris, policiers, gendarmes et pompiers étaient acclamés et applaudis par les foules. Un mouvement de yo-yo de « je t'aime moi non plus ». Hier, c'était d'ailleurs les gendarmes qui applaudissaient les personnels de santé venus manifester et défiler dans les rues. La confiance, évidemment, c'est ce qui permet en démocratie de déléguer son pouvoir, éventuellement sa force. C'est ce qui permet de se soumettre à une autorité tutélaire dont on reconnaît la compétence. Un pilote d'avion, un conducteur de train, de bus, un médecin, un chirurgien, un enseignant, un policier, un juge, un maire, un chef d'État ou un chef de guerre, etc. Sans cette confiance, on ne prendra pas ses médicaments, on refusera de se faire opérer, on ne prendra pas l'avion, le train. Non, il faut, non pas évidemment une confiance aveugle, mais un minimum de confiance. Or, à partir du moment où cette délégation de pouvoir a été trahie par le commandant en chef, le pilote, le médecin, rien ne va plus. On ne peut plus faire société car la défiance et la méfiance s'installent partout. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a voulu, pendant la crise de la Covid, revêtir les habits de chef de guerre, comme si la Covid était un ennemi animé d'intentions maléfiques. Mais la Covid n'est pas un ennemi, c'est un virus. Et ce qui a été reproché, notamment par les soignants,
c'est que le chef de guerre puisse envoyer ses soldats soignants au front sans munitions, sans protection, sans masque, sans blouse, sans gel, sans respirateur, sans test, sans curare pour soulager les moribonds. On sait qu'en temps de guerre, ce qui est le plus important, c'est l'intendance. Or, l'intendance n'a pas suivi. On n'a pas créé de structures transversales aux différents ministères permettant une organisation efficace de la réquisition des entreprises, de la collecte et la fabrication des masques, des blouses, des respirateurs, des réactifs. Mais la confiance ne peut pas être un mantra, car elle ne se décrète pas, elle se conquiert par l'action et elle se vit et s'éprouve au quotidien. Emmanuel Macron est un homme très intelligent, c'est incontestable, mais qui n'a peut-être pas été l'homme de la situation pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque fois qu'il y a un coup dur, les Français se tournent vers un homme âgé, d'expérience, qui rassure, qui est l'élu du suffrage universel et le père de la nation. Deux choses compatibles, mais difficiles à réunir. Le président Macron a placé la lutte contre la Covid à un niveau très élevé. Il a parlé de faire la guerre, un peu comme Clémenceau en 1914. Du coup, on attendait de grandes décisions, mais dans la pratique, tout du moins au début, pas grand-chose n'est venu que des cafouillages. On a eu le sentiment d'un pouvoir qui hésitait, qui tenait des propos contradictoires ou puérils, notamment par la voix de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Un jour, on jure la main sur le cœur que jamais, au grand jamais, on ne fermera les établissements scolaires. Le lendemain, on les ferme tous. Un jour, on dit qu'on ne distribue pas de masques parce que les Français ne sauraient pas les mettre correctement. Un jour, on engage les Français à se mettre à leur machine à coudre. Un jour, on décide de prolonger le confinement des personnes âgées sur un ton caporalier et bravache. Le lendemain, on dit non, non, non. N'est pas Clémenceau qui veut. Dans le baromètre annuel de la confiance politique que vous allez voir dans la photo, dans le schéma suivant, la confiance politique donc du CEVIPOF de Sciences Po, on mesure les niveaux de confiance accordés aux acteurs politiques, sociaux, économiques par les Français, et même les degrés de confiance personnelle et interpersonnelle, les perceptions de l'avenir, l'optimisme, le pessimisme collectif. Et ce baromètre, publié depuis 10 ans, depuis 2008, a été publié juste avant le début de la crise sanitaire. Et qu'y voit-on ? On y voit que des items comme, vous pouvez les voir sur la photo, comme lassitude, méfiance, morosité, sont au plus haut et qu'ils ne cessent d'augmenter, année après année. On y observe qu'en revanche, la confiance, le bien-être, la sérénité sont au plus bas, ce qui est très inquiétant parce que pour qu'il y ait une relance de l'économie, il faudra qu'il y ait de la confiance. Or, les Français croient désormais massivement que leurs enfants auront une moins bonne vie qu'eux et qu'ils devront s'expatrier pour connaître le bonheur. Au cours de la période 2009-2019, tous les acteurs de notre vie politique et sociale n'ont toutefois pas été rejetés, bien sûr. Certains acteurs ont été crédités de niveaux de confiance supérieurs à 50%. Le maire, les hôpitaux, les enseignants, les petites et moyennes entreprises et même l'armée. Ce sont des acteurs qui assurent des fonctions de proximité, qui mènent des missions de protection et sont considérés comme bienveillants et compétents. Ce sont les seuls qui ont été épargnés par la défiance politique et le rejet. À l'inverse, les partis politiques, les médias, les banques et les syndicats ont connu les plus bas taux de confiance au cours de la décennie 2009-2019. Une décennie noire, donc, pour la confiance politique en France. Et les 19 scrutins qui ont scandé la séquence électorale 2007-2017 ont abouti à quoi ? À une forme de fatigue civique que reflètent les taux d'abstention. Et la décennie à venir risque d'être pire, noir de noir. On s'attend d'ailleurs à une abstention record lors du deuxième tour des élections municipales le 28 juin prochain.
La confiance et la confiance en soi, là, surtout, est dégradée par les sentiments négatifs. Elle est fragile. Quand on ne croit plus en un destin collectif, l'individualisme devient une norme sociale. La décennie écoulée est celle d'un fragile optimisme individuel et d'un très fort pessimisme collectif. Cet état d'esprit sombre entache donc le rapport à la politique. Un rapport en France fait d'intérêt, mais surtout de méfiance et de dégoût. Le rejet du politique est net. Les responsables politiques, de gauche comme de droite, sont perçus comme indifférents, éloignés et corrompus. En 10 ans, 85% des personnes interrogées ont considéré que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'elles. Et 74% que ce personnel politique est plutôt corrompu. Néanmoins, l'attachement à la démocratie est resté solide et le vote est considéré comme le moyen le plus efficace d'expression pour 63 des Français, le plus efficace d'expression, Pour 63% des Français, la démocratie ne fonctionne pas bien. Et 59% des interrogés veulent que ce soit les citoyens et non un gouvernement qui décide de ce qui leur semble le meilleur pour le pays. L'étude de Sciences Po propose aussi des sondages comparatifs sur la manière dont les peuples européens jugent leurs gouvernants dans la crise de la Covid-19. On y apprend que les Français sont de loin les plus défiants. 66% d'entre eux pensent que l'exécutif n'a pas été à la hauteur. 75% qu'il n'a pas dit la vérité. 79% qu'il n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Pendant ce temps-là, les Britanniques sont 63% à soutenir Boris Johnson, alors qu'il a mené une politique pour le moins erratique. Idem en Espagne et en Italie, où le sentiment majoritaire est que les gouvernements et les gouvernés sont dans le même bateau. Alors une question. Cette singularité française est-elle la juste sanction d'une gestion déplorable de l'épidémie, comme la qualifie l'opposition, ou bien s'inscrit-elle dans une tradition nationale de la rouspétance qui propose d'obéir tout en résistant, une tradition qui remonte au moins au révolutionnaire Robespierre, lequel écrit quand même « Ne calomniez pas la défiance, elle est gardienne des droits du peuple. Elle est au sentiment profond de la liberté ce que la jalousie est à l'amour. Ce que la jalousie est à l'amour. Elle est au sentiment profond de la liberté ce que la jalousie est à l'amour. » Et de son côté, le journaliste révolutionnaire Marat, fondateur de l'Ami du peuple, surenchérit et clame. Pour se conserver libre, il faut avoir sans cesse les yeux ouverts sur le gouvernement. Il faut s'opposer à ces attentats, réparer ces écarts. Tout dépositaire de l'autorité est un ennemi potentiel. Le pouvoir va vers le despotisme. Pour être libre, il faut sans cesse être sur ses gardes contre ceux qui gouvernent. Cette méfiance, voire cette hostilité des citoyens est évidemment le refus de se placer du point de vue de ceux qui gouvernent. Une forme de démocratie du soupçon qui tient lieu d'esprit démocratique. Dans le célèbre et indispensable journal satirique Le Canard enchaîné, sur les réseaux sociaux, dans les médias pure players, on assiste à une dénonciation constante des gouvernements. On réclame même du sang et la guillotine, comme à l'époque de la Révolution. C'est une philosophie de la résistance au pouvoir. Le pouvoir et l'homme politique sont par nature mauvais, pourris, corrompus. Et de fait, gouverner est souvent, pardonnez-moi l'expression, un sale boulot, car on passe son temps à arbitrer des choses difficiles en se compromettant. Gouverner, c'est se compromettre. Tous les chefs d'État ont lancé ou lancent des appels à l'unité et Emmanuel Macron ne fait pas exception à la règle car il appelle aujourd'hui à l'unité comme François Mitterrand avait appelé à la France unie. La France punie avait alors dit ses détracteurs. Mais les Français ne veulent pas s'unir.
Dans la guerre des Gaules, César disait déjà que les Gaulois sont un peuple querelleur et qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. La démocratie française est fondée sur le conflit, alors que, nous dit Tocqueville, la démocratie américaine est fondée sur le consensus. En France, quand tout le monde est d'accord, tout le monde s'inquiète. Certains observateurs considèrent que cette dérive de la confiance vers la défiance est très préoccupante et que ce monde de demain, sans qu'on sache très bien de quoi il en retourne, crée de la peur, de l'incertitude et une imprévisibilité forte du futur. Nous avons changé de société, c'est manifeste, nous sommes entrés dans une société liquide où tout peut arriver. Ce concept de société liquide, diagnostiqué par Zygmunt Bauman, formalise l'idée d'une dilution du lien social, d'une société où l'unique référence est l'individu intégré par son acte de consommation. La manière de sortir de cette crise est évidemment là. La confiance. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se conquiert par l'exemple. À la manière d'un capitaine d'équipe de rugby qui ne donne pas des ordres à ses coéquipiers, mais qui mouille le maillot, s'arrache pour aller porter le ballon entre les deux poteaux. Et là, j'ai une pensée émue pour l'ex-capitaine de votre équipe nationale de rugby, Agustín Pichot, un combattant, un chef. La confiance, c'est aussi celle du chef d'orchestre qui, de par son charisme et sa compétence, est capable de faire jouer harmonieusement des musiciens ayant des cultures musicales et même nationales différentes. Jupiter Macron est certes descendu dans l'arène, a mouillé le maillot dans des débats fleuves de 6 heures, manches retroussées et verbes modestes aux accents sincères, mais pour beaucoup de Français, il lui reste à prouver qu'il écoute et que son but est vraiment de gagner le match, aussi bien pour les avants, les fameux premiers de cordée, comme il l'a dit, que pour les arrières ou les remplaçants sur le banc de touche, les désormais premiers de corvée. C'est une bataille de l'opinion d'autant plus difficile à gagner que, comme le relevait en son temps Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. L'éthos politique, prévient le linguiste Patrick Charodeau, nous renvoie des images difficiles à saisir car tantôt elles se contredisent entre elles, tantôt elles dérivent vers des effets non désirés. Il y a par exemple contradiction entre la valeur positive accordée à l'image de puissance de l'homme politique provenant d'une situation confortable, qu'il soit pauvre lui ferait perdre de sa crédibilité, et celle négative accordée à l'image de nanti, incapable de partager les souffrances des pauvres. Contradiction entre l'image positive d'intelligence, voire d'esprit de ruse, nécessaire à tout homme politique, et l'image négative d'hypocrisie qui peut l'accompagner. Contradiction encore entre l'image positive d'un papa protecteur prenant en charge l'avenir de ses concitoyens et son retournement en image négative de paternalisme infantilisant. Emmanuel Macron apparaît à certains Français comme un anti, le fondé de pouvoir des banques, Rothschild notamment où il a travaillé. Il apparaît comme un homme intelligent, mais dont l'intelligence est celle d'un manipulateur, rusé, hypocrite. Quant au paternalisme, il est trop jeune, 40 ans, il n'a pas d'enfant, et cela sonne faux et ressenti comme infantilisant. Patrick Charodeau ajoute « La voie est étroite pour l'homme politique qui doit savoir conjoindre des contraires. Se montrer à la fois diplomate et engagé, protecteur et dynamisant, distant, grandeur oblige, et proche, citoyenneté oblige, rusé mais honnête, riche mais non corrompu. Et ce, d'autant plus qu'une même attitude peut être construite en image positive par ses partisans et en image négative par ses adversaires. Tel chef d'État adoptant une attitude silencieuse face à une situation de crise sera taxé par les uns d'hommes réfléchis qui écoutent avant d'agir, et par d'autres d'hommes autoritaires qui préparent son coup en silence ou d'hommes impuissants
montrant son incapacité à réagir. Le président Macron, surtout depuis la crise sanitaire, est confronté à cette équation difficile, sinon impossible. Afficher un ethos de contrôle de soi, voire de sagesse, nécessaire à la construction de la symbolique du chef, mais cet ethos peut être perçu négativement comme dénotant un esprit froid et calculateur, se réfugiant derrière la raison d'État. On se souvient que Nicolas Sarkozy, très fréquemment consulté par Emmanuel Macron et au dire de certains devenus très proches, demandait à ses ministres et collaborateurs de toujours le désigner dans leur discours par le chef de l'État. Pour instaurer et instiller avec le terme chef un imaginaire fort et martial. Et il leur demandait d'abandonner le terme de président. En France, tout le monde est président de quelque chose, d'un syndic d'immeuble ou d'un club sportif ou de philatélie, mais il n'y a qu'un seul chef d'État. Une photo où l'on voit Nicolas Sarkozy avec son collaborateur Premier ministre François Fillon, 3 pas derrière lui. Mais qu'attend-on au juste de plus en République d'un grand président, interroge aussi le sémioticien Éric Landowski. Suffit-il que gouvernants et gouvernés communiquent ensemble sur le mode de l'incantation, que la nation rassemblée autour de son chef communie dans l'expression d'une certaine idée d'elle-même, c'est-à-dire en fait dans le culte d'un corps de croyances et de sentiments partagés qu'il s'agirait alors tout au plus de célébrer rituellement? Ou bien faut-il aussi que le héros sache traduire tout cela sous la forme d'orientation et de décisions précises, autrement dit, dans une action politique? Question rhétorique, à réponse incluse, mon cher Éric Landowski. La théorie politique, se fondant sur des exemples historiques, explique qu'une société ne trouve jamais mieux en qui se reconnaître qu'en période de crise. C'est-à-dire lorsque la conjoncture, mettant à l'épreuve les capacités de ses dirigeants, révèle tel d'entre eux comme l'incarnation de la totalité en action. Pour une partie des Français, le président Macron n'aura pas su se saisir de ce moment historique pour apparaître comme un chef qui dit la vérité à ses compatriotes, aussi dure soit-elle, qui promet peut-être du sang et des larmes, comme Winston Churchill, mais qui monte au front des difficultés en ne cachant pas les problèmes. Comment gouverner aujourd'hui? Se tenir en retrait pour penser? Être en empathie avec la population, proche d'elle? On voit bien qu'Emmanuel Macron hésite, ou plus certainement qu'il reste fidèle à sa philosophie du « en même temps ». Une position équilibriste, à haut risque, mais il est joueur et aime le risque. Autre élément augmentant la difficulté à gouverner. On a définitivement quitté le monde binaire pour entrer dans le monde de la complexité, comme le professe depuis des années le sociologue Edgar Morin, que vous trouverez sur la photo suivante, en ma compagnie et trinquant avec une flûte de champagne. Ce qui est binaire, c'est par exemple, on doit diminuer la dette, donc on diminue les aides et on augmente les impôts. Ce qui est complexe aujourd'hui, c'est on doit diminuer la dette, mais on convient qu'on ne peut pas diminuer les aides et augmenter les impôts. Que faire, comme disait Lénine? Emmanuel Macron a promis de se réinventer. Ce qui serait ou sera une révolution copernicienne pour un jacobin comme lui. Il se dit prêt à une meilleure répartition des charges et des pouvoirs avec les partenaires sociaux et les élus locaux. Il dit aussi ressentir ce que le général de Gaulle et François Mitterrand avaient compris en 1969 et en 1981, l'excès de tension sur le sommet du pouvoir conduit à demander tout et son contraire au président de la République, au point de fragiliser la fonction et
avec elle la démocratie. Voici ensuite une photo d'une série de Canal+ intitulée Baron Noir, et qui est une série excellente qui vous permettra de mieux comprendre les arcanes de la politique française. Le 28 juin, je l'ai dit, aura lieu le deuxième tour des élections municipales, marqué par des alliances du parti présidentiel, La République en marche, LREM, avec des candidats de la droite, à Lyon, à Bordeaux par exemple. Pour les 2 années à venir de son quinquennat, le président Macron trône une nouvelle étape, mais sans changement de cap. Pas question d'abandonner l'idée de la retraite par points, massivement rejetée par la population pourtant. Il souhaite aussi impulser une relance écologique et sociale après les conclusions des représentants de la Convention citoyenne sur le climat. Et il évoque l'hypothèse d'un référendum sur le sujet. Alors, gare aux troubles, aux manifestations, aux grèves et à la récession brutale qui frapperait alors la France en 2020 et dans les années suivantes. En conclusion, portons notre regard sur l'horizon 2022, c'est-à-dire sur la prochaine élection présidentielle, et sans sombrer dans la futurologie, posons-nous juste 3 bonnes questions. Première question, Emmanuel Macron aura-t-il réussi à changer, à se réinventer? Et donc pourra-t-il se qualifier pour le premier tour de la présidentielle? Ou bien connaîtra-t-il le sort de son prédécesseur François Hollande? Deuxième question, verrons-nous apparaître en 2022 à nouveau un homme ou une femme providentielle de la société civile ou d'un autre bord politique, le Verge Yannick Jadot par exemple, Bruno Le Maire, ministre des Finances, Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France? Qui sait? Quién sabe? Troisième question, Marine Le Pen, la leader du mouvement national, bien sûr sera qualifiée pour le deuxième tour, mais pourra-t-elle cette fois-ci rafler la mise? Chers amis, suite du feuilleton en 2022, dans ma prochaine conférence. Muchas gracias y hasta luego.